Bon, la première partie était quand même relativement simple sur le tuto, puisqu'on a simplement vu les bases, donc simplement créer la structure de l'application. Dans cette seconde partie, on va s'orienter sur la base de données, donc toujours avec MongoDB et principalement avec Mongoose. Euh, la première étape qu'on a à faire quand on fait une base de données, c'est le modèle. Donc j'ai défini un modèle pour la base de données, mais par la suite, pour certains champs, comme les champs de mot de passe, ou pour faire des vérifications ou pour l'authentification de l'utilisateur, pour éviter d'avoir à faire ces calculs au niveau de la route et donc plus tard au niveau d'Express, on va intégrer tout ça au niveau de la base de données. Donc ce sera Mongoose qui va s'occuper de cette partie-là, donc de hacher le mot de passe, de vérifier si le mot de passe que l'utilisateur envoie pendant son authentification, c'est bien celui qui correspond à celui qui est enregistré dans la base de données, etc. Donc on va, avec Mongoose, faire des vérifications avant l'enregistrement d'un utilisateur et on va aussi faire des vérifications post-enregistrement pour savoir si l'utilisateur essaye de se connecter, est bien connecté, etc. Pour décharger non seulement Express de cette partie-là, mais aussi pour garder une structure cohérente dans tous les cas possibles plus tard. C'est-à-dire que quelle que soit la méthode que l'on va utiliser en extérieur pour enregistrer dans la base de données, ça sera toujours la même chose, puisque c'est la base de données qui s'occupe de cette partie-là. Donc on va le voir tout de suite. Donc on va créer notre fichier user.js, tout simplement dans un dossier qu'on va appeler modèle. Et j'ouvre le fichier pour l'édition. On va requérir les modules dont on a besoin, donc Mongoose et Bcrypt. Puis, on va créer nos différentes constantes dont on va utiliser. Donc, le schéma de Mongoose. On va créer un saltwork factor qui va créer un système de hachage pour Bcrypt. Le max login attempt et le logtime qui, on comprend ce que ça veut dire. On va ensuite créer notre schéma puis l'exporter. Donc, on va utiliser le new schema de Mongoose. Puis derrière, on va intégrer les différents éléments qu'on va vouloir mettre dans notre base de données. Donc le nom d'utilisateur, ou son pseudo, first name, last name, email. Created at qui va définir quand est-ce que le compte a été créé. Modified at, quand est-ce que le compte a été modifié. Est-ce que le compte a été vérifié, le nombre de tentatives de connexion, etc. Et le accounts qui contiendra nos données de mot de passe. Ensuite, on fait l'export total de ce module-là pour pouvoir le réutiliser plus tard. On va utiliser un champ virtuel, donc quelque chose qui n'existe pas dans notre schéma originel, qui va nous permettre d'intégrer une fonction pour faire quelque chose dans ce champ virtuel, chose que l'on ne peut pas faire directement dans le schéma. Et pour cela, on va simplement utiliser le nom de notre schéma, .virtual, et le nom de la clé que l'on veut virtualiser. Et à l'intérieur de ça, on crée la fonction qui va nous retourner. Alors ici, je veux que ce soit du booléen. Donc je fais un return de quelque chose qui sera booléen. Donc true ou false. Dans le cas présent, ça va nous permettre de savoir si le compte de cet utilisateur est verrouillé ou pas. Je veux maintenant créer une fonction qui va hacher le mot de passe avant que l'on fasse les enregistrements éventuels dans la base de données. Si le hash du mot de passe ne fonctionne pas, dans ce cas, on arrête les inclusions dans la base de données. Ça permet d'éviter de faire beaucoup trop de ressources dans la base de données. Donc, on a une fonction avec Mongoose qui est simplement pre-save qui nous dit on va faire tout ce qu'il y a là-dedans avant de éventuellement sauvegarder nos différentes données. Ici, on va utiliser Bcrypt qui va nous permettre de hacher notre mot de passe avec une clé de salage. Alors, la première chose que l'on va vérifier, bien entendu, c'est si c'est un mot de passe qui est créé ou bien si c'est un compte qui est modifié. Si c'est un compte qui est modifié, le mot de passe n'est pas forcément à besoin d'être haché, puisque en fait, on vient modifier le compte et pas le mot de passe. Donc, on fait cette première vérification. Ensuite, on va générer notre clé de salage. Cette clé, elle va nous permettre justement plus tard de comparer les mots de passe, si les mots de passe sont corrects ou pas, avec une clé de salage qui va être unique pour chaque utilisateur. Et cette clé de salage va être générée avec le saltwork factor qui est de 10, qui va permettre de définir un nombre d'éléments dans cette clé-là. Donc, si le grain de sel a bien été généré, donc la clé de salage, on va pouvoir lancer le hash du mot de passe.
Vous remarquerez aussi tout au long des différentes fonctions que je retourne toujours quelque chose et si je veux sortir de ma fonction, donc si je fais une condition et que celle-ci n'est pas respectée, je veux forcément sortir et du coup quitter en gros la chaîne de production du code, je fais un return next, next qui va être complètement vide et qui va dire on a terminé notre truc, tu passes à l'étape suivante si l'étape précédente a bien fonctionné. Donc une fois que le hash a été généré, bien entendu, je vais l'insérer dans password qui est dans le schéma account, enfin dans la clé account du schéma utilisateur. Enfin, on va créer notre fonction qui va justement comparer les mots de passe, donc le mot de passe que l'utilisateur va entrer quand il va vouloir se loguer et le mot de passe qui est stocké dans la base de données. Donc celui qui est dans la base de données, tout simplement on va utiliser le this account.password, puisqu'on n'a pas besoin d'aller refaire une requête dans la base de données. Mongoose saura chez qui on est censé piocher les informations. Donc là, c'est une fonction tout simplement de bcrypt qui va comparer le mot de passe de l'utilisateur, donc candidate password, et le mot de passe qui est présent dans la base de données. Et il va simplement nous retourner l'information de est-ce que ça match ou est-ce que ça match pas. Donc comme on a vu pendant la réalisation du schéma, enfin pendant l'écriture du schéma, on a créé une clé qui s'appelle login attempt, qui va nous permettre de savoir combien de fois l'utilisateur s'est planté de mot de passe avant d'avoir entré le bon. Donc on crée une nouvelle méthode qu'on va appeler initLoginAttempt qui va simplement incrémenter ce champ-là de 1 à chaque fois que le mot de passe n'est pas correct. La première chose que l'on va tester, donc c'est est-ce que le login until est existant dans la base de données qui va nous permettre de savoir si la dernière connexion d'utilisateur s'est bien déroulée. Si c'est le cas et que cette dernière connexion est inférieure à la date de maintenant, ça veut dire que l'utilisateur a réussi à se connecter. Donc son mot de passe est bon. Dans ce cas-là, on va setter le login attempt à 1 et on va supprimer le lock until qui verrouille normalement le compte utilisateur. Par la suite, on se crée un petit let update qui va contenir justement l'incrémentation du login attempt. Donc ça va être pour un petit peu plus tard. Ça nous permet d'avoir légèrement moins de lignes de code. Et on va faire un essai, enfin on va faire un test. Si le nombre de login attempt plus 1 est supérieur au max que l'on a défini dans nos constantes et que le compte n'est pas bloqué, dans ce cas, on va mettre à jour notre base de données avec une nouvelle date de quand est-ce qu'il a été bloqué, plus la durée du temps de blocage de ce compte-là. Et enfin, on va retourner cette mise à jour. Alors, il faut bien prendre en compte qu'à chaque fois, on est censé quand même remettre le lock until à jour si la personne s'est déverrouillée pour éviter qu'il soit rebloqué plus tard. Donc là, pour le moment, tout est en variable. On va lancer du coup le this.update pour mettre à jour les informations de la base de données avec en paramètre update, donc toutes les informations précédentes suivant comment elles se dérouler. Et on va faire un return de ça pour que, dans le cas où ça se passe correctement, on puisse sortir de la fonction de manière propre. Pour la fonction suivante, qui va permettre de savoir si un utilisateur s'authentifie de manière correcte, on va vouloir utiliser aussi des raisons de pourquoi il ne s'est pas authentifié de manière correcte. Et pour cela, on va créer une constante qui va être reason, raison, qui va contenir des variables avec 0, 1 ou 2, parce que pour l'instant je n'ai mis que ça, suivant comment l'utilisateur a échoué son authentification. Donc soit tout simplement le compte n'a pas été trouvé, soit son mot de passe est incorrect, soit il a essayé de se loguer trop de fois sur son compte. Ces infos sont utiles pour faire du log, on n'est pas obligé de les utiliser pour les renvoyer au client. Ça permet notamment d'éviter le piratage de compte, parce que quand on sait que si un mot de passe est incorrect, puisque le serveur nous dit mot de passe incorrect, on sait aussi que le compte existe. Par contre, si on lui dit pas d'infos, on ne sait pas si c'est le bon utilisateur avec un mauvais mot de passe ou un mauvais nom d'utilisateur, parce qu'il n'existe pas, etc. Donc ça, c'est vraiment utilisé pour faire du log. Par la suite, donc, on crée notre méthode qui va être statique cette fois-ci, donc getAuthenticates, qui va dedans, donc on va faire un premier find one, qui va nous permettre de vérifier et de chercher les informations de l'utilisateur qui existent normalement dans la base de données. Donc si le compte utilisateur n'existe pas, on retourne tout simplement notre callback avec pas d'erreur, pas d'information et simplement une reason qui va te donner en troisième argument, donc qui ne sera pas forcément retourné au client.
Si l'utilisateur existe, hein, mais que son compte est bloqué, on va retourner que le compte est bloqué. Donc pareil, on fait une callback nul reason max item pour dire qu'il y a trop de tentatives de connexion. Enfin, donc si ces étapes-là ne sont pas checkées, ça veut dire que l'utilisateur existe et que le compte n'est pas bloqué. Et dans ce cas, on va aller comparer les mots de passe. Donc on va utiliser la fonction compare password qu'on a écrit plus tôt avec en premier paramètre le mot de passe et en second paramètre la callback. Derrière, on va créer let user info qui est un nouvel objet qui va être retourné au client une fois que l'utilisateur se sera connecté. Donc on réécrit ça tout simplement pour éviter de retourner tout le schéma de l'utilisateur. Donc notamment le schéma qui est un peu sensible, c'est le schéma account qui va contenir son mot de passe même s'il est haché et d'où est-ce qu'il se connecte. Donc le fameux kind qui dit que c'est une connexion interne parce que plus tard on pourrait éventuellement utiliser ça avec des connexions sur Facebook, Google, Twitter, etc. Donc si le mot de passe match, donc le if is match, ça veut dire que le mot de passe est bon. Dans ce cas, on va contrôler si l'utilisateur n'a pas un problème au niveau du login attempt et du lock until. Donc on vérifie ces informations-là, on met à jour ces informations-là. On va créer une nouvelle constante update pour justement remettre à zéro le login attempt puisque l'utilisateur a réussi à se connecter, donc on le remet à zéro. Et on va éventuellement supprimer le lock until pour dire que le compte n'est pas bloqué. En tout cas, s'il l'était, on le débloque. Enfin, on va faire un return donc de user update, justement pour mettre à jour ces informations-là, avec le user.info login attempt égale 0. Et enfin, on va retourner la callback avec les infos de l'utilisateur. Dans le cas où l'utilisateur s'est planté, on va tout simplement devoir incrémenter le nombre de logins qu'il a essayé de faire. Et c'est pour ça qu'on va appeler la fonction qu'on avait écrite précédemment, user.includeLoginAttempt, qui va incrémenter de 1 le champ login attempt. Et on va retourner aussi la callback avec le reason password incorrect. Et vous remarquerez à la fin le petit select account parce que dans notre schéma, on avait mis un select à false. Donc ça veut dire que account est un champ qui par défaut est caché et dont avec un find ne peut pas être trouvé sauf si on lui spécifie d'aller le sélectionner aussi. Si on ne le fait pas, tout simplement, on ne peut pas aller récupérer le mot de passe de l'utilisateur qui est dans la base de données pour aller le comparer avec celui que l'utilisateur a envoyé au serveur pour s'authentifier. Donc on rajoute cette petite particularité. Et enfin, on va créer une dernière fonction qui va tout simplement nous retourner les informations de l'utilisateur au besoin. Ça sera quelque chose qu'on intégrera ou pas dans les différentes routes plus tard. Donc comme tout à l'heure, on fait tout simplement un find one du nom d'utilisateur. Alors là, comme ce n'est pas pour s'authentifier, on n'a pas besoin d'un mot de passe. Juste, on récupère son username, donc son pseudo. On pourrait très bien le faire avec l'ID, mais pour l'instant, on le fait avec le pseudo. S'il n'existe pas, tout simplement, on va relancer un message en disant no data found, puisque la base de données n'a pas ressorti d'informations sur son nom d'utilisateur. Du coup, on a une erreur. Et dans le cas contraire, on fait tout simplement le return de la callback avec les différentes données de l'utilisateur qui viennent tout simplement de la base de données et qui sont complètes, mis à part le champ account qui lui ne sera pas ressorti puisqu'on ne le met pas. Donc on a fini la partie avec Mongoose. On va faire un petit tour rapide sur le code. Enfin, on fait une revisu globale du code. Donc vous voyez que l'on soit sur Mongoose ou sur n'importe quoi, de toute façon le code reste le même. Ici, la seule chose qui est importante, c'est qu'on va pouvoir faire des vérifications avant de les enregistrer dans la base de données via la base de données elle-même et non pas par le routeur qui viendra par la suite. Donc voilà, le tuto est fini. J'espère que vous aurez compris le principe de Mongoose et de son modèle ainsi que des différentes fonctions que l'on intègre dans Mongoose au lieu de la route. Le prochain tuto sera justement sur les routes, comment créer les différentes routes. On va parler du CRUD et du REST, puisque c'est dans la route qu'on va pratiquement gérer toute l'interface de notre API. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce vert. Si vous avez des questions, lâchez des commentaires. Je regarde toujours les commentaires. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour le troisième tuto bientôt. Allez, ciao!